Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Laurent Jean-Pierre. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et alors vous vous êtes lancé dans une tâche immense, essayer de redonner espoir à la gauche. Donc pour les auditeurs de gauche, eh bien cela va aller droit à leur cœur. Pour les autres, eh bien ils vont pouvoir voir si ce projet leur agrée ou au contraire s'ils veulent soutenir le capitalisme, puisque finalement la question que vous posez, c'est à quoi pourrait ressembler un monde post-capitaliste. C'est un ouvrage collectif, vous l'avez dirigé avec Jérôme Bachet, il est publié aux éditions de La Découverte et on retrouve, j'allais dire, quelques-uns des plus grands penseurs de la question, de Jean-François Bayard à Dominique Méda, en passant par Irène Pereira. C'est une sorte d'encyclopédie du post-capitalisme qui part donc de l'échelle et la circulation jusqu'à la question du patriarcat, en passant par bien sûr la question du réchauffement climatique. Plutôt que d'organiser un débat entre chasseurs et écologistes, je me suis dit que je défendrais ici même le capitalisme. Je n'aurais pas besoin de me faire violence là-dessus. Mais d'abord, j'aimerais, Laurent Jean-Pierre, que l'on essaye de définir tous les deux ce que pourrait être tout d'abord le capitalisme et le post-capitalisme, puisque finalement c'est l'une des questions principales que vous posez. Oui, bonjour Guillaume Erner. Alors je voudrais dire d'abord que c'est pas un livre qui s'adresse à la gauche, même si évidemment la gauche s'est beaucoup intéressée, comme vous l'avez souligné, à la question du dépassement du capitalisme. C'est un livre qui n'est pas idéologique, c'est un livre qui essaye au contraire de faire état d'un ensemble de savoirs assez récents qui pose le problème du dépassement du capitalisme de manière très différente de la manière dont cette question a été posée aux 2 siècles précédents. C'est un point sur lequel j'imagine que nous pourrons revenir. Alors, comment définir le capitalisme et déjà comment accepter la question au fond. Parce que la question peut paraître étrange, elle peut paraître écrasante aussi. Et pour l'accepter, il faut rappeler que le capitalisme n'a rien, même si c'est l'air que l'on respire, pas toujours d'ailleurs un bon air, n'a rien de naturel. C'est une formation historique qui a eu un début et une fin. Qui a un début, qui pourra éventuellement avoir une fin, qui a des phases historiques. Et donc, pour s'en souvenir, on peut s'appuyer sur, par exemple, les enseignements de Fernand Braudel, qui disait que jusqu'au XIXe siècle, au fond, la vie matérielle dominait, c'est-à-dire que le lien entre la production et la consommation n'était pas marchand. Et l'échange marchand, même si la production et les échanges ont toujours existé, n'était qu'une très fine couche, au fond, de la vie des humains. Et donc le capitalisme, au fond, c'est l'épaississement de cette couche, l'imposition du lien marchand entre la production et la consommation. Et le corollaire de ce processus historique, c'est au fond la formation d'un type d'homme nouveau, et de femmes nouvelles, mais d'abord d'hommes nouveaux, qui investit pour le profit. Alors, je pense que ça, c'est très important pour essayer de comprendre votre démarche, Laurent Jean-Pierre. D'abord, le capitalisme et donc le post-capitalisme, puisque les deux catégories sont évidemment liées. Ça n'est pas seulement une question économique, c'est une question de société. Le capitalisme, c'est une chose, mais peut-être que ce qui est encore plus important, c'est le type d'homme qu'il crée, c'est-à-dire notamment le capitaliste. Alors, en tout cas, la naissance du capitaliste est effectivement une condition de possibilité du capitalisme. Et je disais investir pour le profit, c'est-à-dire investir pour autre chose que, par exemple, la satisfaction de ses besoins, investir pour autre chose que le maintien de son rang, qui était évidemment une préoccupation très importante dans la période précapitaliste, notamment à l'âge médiéval. Et donc, la naissance des capitalistes, effectivement, va peu à peu autonomiser cette préoccupation pour le profit et cette déliaison entre, au fond, l'activité économique et la satisfaction immédiate des besoins. Et au fond, post-capitalisme, ça veut dire quoi dans ce contexte ? Ça veut dire essayer de rapprocher production et consommation, d'indexer la production à la satisfaction des besoins. Et ça a un ensemble de conséquences, comme vous l'avez dit, sur, au fond, l'ensemble des dimensions de la vie. Pas simplement sur les problèmes de production
production et de consommation. Un des aspects fondamentaux du livre, c'est de dire, au fond, la question du capitalisme, c'est pas simplement une question économique, c'est une question qui est, au fond, recouvre ou concerne un ensemble de dimensions existentielles, la famille, les rapports parents-enfants, l'environnement, on en parlera, l'organisation de la santé, etc. Bon, mais alors, je prends un exemple. La question patriarcale. Vous associez le capitalisme au patriarcat. Or, dans les chantiers de la recherche, nous avions Anne Augereau qui publie à la découverte, même éditeur que vous, un ouvrage sur les femmes à la préhistoire et qui n'arrive pas à dater le début du patriarcat. Par conséquent, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de rassembler un certain nombre de phénomènes qui vous paraissent être des phénomènes à combattre, du capitalisme au patriarcat, en considérant que l'un est la cause de l'autre, ce qui serait finalement difficile à prouver d'après cette préhistorienne? Je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que, en réalité, le patriarcat est une institution, une forme de hiérarchisation des hommes et des femmes au détriment des femmes qui préexiste au capitalisme. Et donc, en réalité, le racisme aussi préexiste au capitalisme. En réalité, un ensemble de relations de pouvoir existent, ont été reconfigurées par le capitalisme. En quoi est-ce que le patriarcat et le capitalisme sont liés? C'est qu'effectivement, il n'y a pas de capitalisme sans une certaine division genrée du travail, c'est-à-dire sans une certaine place assignée aux femmes. Et cette place assignée aux femmes, au fond, c'est la production des hommes, hein, comme disait Engels. C'est-à-dire le fait que les femmes, dans l'espace domestique, vont produire par le soin, par l'éducation, par l'affectivité, les hommes qui vont être amenés à travailler, par exemple, dans l'industrie. Et c'est une rupture historique fondamentale qui s'est fait effectivement au XVIIIe et au XIXe siècle et qui a notamment cassé des structures collectives comme les maisonnées pour privilégier la famille nucléaire comme en quelque sorte pivot du système de production capitaliste. Donc le patriarcat et le capitalisme sont liés, mais le capitalisme reconfigure le patriarcat. Ça a des effets aussi sur ce qu'on entend par post-capitalisme. On prétend pas que le post-capitalisme va être une société en quelque sorte sans rapport de pouvoir, sans histoire, sans conflictualité, qui aura éradiqué tous les maux de la planète et qui sera une société du bien-être généralisé. Ça, c'était justement la vision un peu irénique des siècles précédents. Et donc, une grande partie de la contribution de notre livre, c'est d'essayer de dire, en fait, il y aura une histoire du post-capitalisme avec ses conflits, comme il y a eu une histoire du capitalisme avec ses conflits. Laurent Jean-Pierre, vous venez d'évoquer Engels, je suis obligé de vous parler de Marx. Dans quelle mesure votre monde post-capitaliste s'inscrit dans un horizon post-marxiste, justement ? Eh bien, justement, je le disais tout à l'heure, au fond, ce qui nous a frappé, la raison pour laquelle on a fait ce livre, et qui n'est pas particulièrement à gauche, en tout cas dans son départ, c'est que la recherche sur le post-capitalisme s'est développée de manière intensive depuis le début du XXIe siècle, précisément parce qu'il y avait eu l'échec des projets communistes, l'échec désastreux des projets communistes au XXe siècle, l'échec moral, l'échec environnemental, on y reviendra, échec politique, évidemment. Et donc, au fond, la question a été reposée. Elle a été reposée d'autant plus qu'au fond, les figurations de ce qu'on appelait communisme, qui était l'autre mot, ou le mot correspondant à post-capitalisme au XXe siècle, ces figurations étaient très, très limitées. Au fond, Marx disait dans l'idéologie allemande, bon, ben voilà, on pourra pêcher le matin, chasser l'après-midi, élever le soir, et puis faire de la critique, disons, à la tombée de la nuit, et on sera polyvalent au lieu d'être spécialisé. On disait au XIXe siècle, un peu avant lui, et au XVIIIe aussi, et voilà, à chacun selon ses besoins et de chacun selon ses capacités. C'était les échapper définitions. au crétinisme du métier, ce qui était aussi une belle utopie. Tout à fait, c'est la déspécialisation en partie, et c'est effectivement la tentative de lutter contre l'exploitation au travail, mais en réalité, les figurations du communisme étaient limitées. Donc au fond, la rupture avec
avec le marxisme, même si effectivement le marxisme reste un cadre d'analyse qui est important pour plusieurs des autrices et des auteurs de ce livre, c'est une rupture sur, disons, la certitude à la fois que l'histoire allait conduire au post-capitalisme, c'était un des éléments essentiels, disons, du marxisme historique, et puis la critique des marxismes réalisés, ou des régimes qui se sont réclamés du communisme, et puis effectivement cette idée qu'il faut travailler à une figuration beaucoup plus concrète de ce que pourrait être le post-capitalisme, sans aucune certitude. C'est aussi la pluralité, au fond, qu'il y a dans le titre de notre ouvrage, là où le marxisme avait une forme de confiance ou dans disons, avait un soubassement universaliste qui semble aujourd'hui très difficile à défendre. Bon, mais parmi... Parce que donc, je rappelle, Laurent Jean-Pierre, que c'est un ouvrage collectif, c'est une somme. Donc, il est extrêmement difficile de résumer cette encyclopédie du post-capitalisme en 2 ou 3 termes, évidemment. Vous évoquez bien sûr la longue liste des auteurs qui se sont penchés sur le capitalisme. Mais s'il fallait retenir une seule chose de Marx, la lutte des classes. Est-ce que, justement, alors je vais essayer d'être plus marxiste que vous, est-ce que ça n'est pas évident, justement, de constater que ce que nous avons sous les yeux, c'est une lutte des classes qui a peut-être été remportée, comme le disait Buffett, par les plus riches, mais qui, aujourd'hui, perdure dans le cadre d'analyse et le regard que l'on peut porter sur les sociétés? Absolument, mais justement, le but de l'ouvrage, c'est de se déplacer un tout petit peu des analyses très riches qui sont en fait de plus en plus nombreuses, à la fois des dynamiques internes du capitalisme et de ses pathologies, hein, de ses effets néfastes et de ses crises. On en parlera probablement dans la deuxième partie de l'émission. Au fond, on peut en parler immédiatement parce que l'analyse du capitalisme est indissociable de l'analyse de ses crises. Oui, on l'a déjà évoqué quand vous parliez, par exemple, de la question du réchauffement climatique et des externalités négatives du capitalisme, autrement dit la pollution, la question de l'épuisement des ressources, etc. La crise environnementale, la destruction des espèces, effectivement, ce sont des faits nouveaux qui reconfigurent la question au XXIe siècle, comme je soulignais. Et si vous voulez, le déplacement de l'ouvrage, c'est de dire, bon, au fond, l'anticapitalisme a produit une critique extrêmement variée depuis 2 siècles, qui s'est renouvelée, qui met en avant le caractère insoutenable du capitalisme, le fait que les conditions de vie sur Terre, la santé est affectée par le mode de fonctionnement capitaliste, que le détachement de la production vis-à-vis des besoins et vis-à-vis du bien-être, effectivement, a des effets. Bon, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut aller au-delà de cette critique ? Et donc, les auteurs avaient pour consigne, non pas de revenir sur cette critique, mais au fond de configurer, d'essayer de figurer sans utopie, hein, mais en raisonnant, au fond, de manière contrefactuelle, en essayant d'enlever un certain nombre d'éléments de la société présente, ou en raisonnant de manière un peu fictionnelle, c'est-à-dire en essayant de voir qu'est-ce que ça pourrait être une société où le bien-être, les besoins, les liens sociaux, l'égalité seraient soutenus, et qu'est-ce qu'il faut comme étape pour y aller, c'est ça qu'on a demandé aux auteurs. Donc on peut prendre des exemples très concrets. Par exemple, la santé. Voilà. Jean-Paul Godillère fait une contribution très nette sur la question de la santé. Bon, qu'est-ce que ça serait qu'une société où on ne dépendrait pas des grands laboratoires privés pour se soigner ? Bon, il imagine une situation en 2035 où, au fond, y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'hypertension, en partie à cause de la mauvaise alimentation, qui évidemment est une des pathologies très fortes associées au capitalisme contemporain. Et donc, que vont faire des citoyens qui vont essayer de décider collectivement de se soigner ? Donc, il y a plusieurs options. C'est pour ça que les mondes post-capitalistes sont pluriels. Il y a l'option de rediriger, réaffecter une usine de production de poulet qui a des machines qui pourraient servir à produire des médicaments. Il y a l'option de négocier avec un laboratoire. Il y a l'option de se soigner autrement qu'avec des produits pharmaceutiques. Je vais évoquer la critique traditionnelle d'Adam Smith qui explique que nous tirons notre pain de l'égoïsme du boulanger, que nous tirons nos médicaments de l'égoïsme du laboratoire pharmaceutique qui, pour des raisons économiques évidentes, est incité à trouver de nouvelles molécules.
Oui, en tout cas, il y a d'autres manières de se soigner que cette manière-là. On voit bien que le capitalisme pharmaceutique ne soigne pas toutes les pathologies. On voit bien qu'il y a énormément de maladies. Son intérêt est d'en soigner le plus possible. J'en suis pas certain. C'est-à-dire, expliquez-moi. On voit bien qu'effectivement, il y a énormément de maladies qui ne sont pas traitées. En fait, s'il n'y avait pas de recherche fondamentale qui se fait en dehors, notamment des laboratoires privés, il y aurait énormément de maladies qui ne seraient pas soignées. Donc, un des enjeux, précisément, c'est là, dans le soin, c'est de se réapproprier le soin plutôt que de le laisser à l'investissement privé qui cherche plutôt la profitabilité que disons, la couverture de l'ensemble des pathologies. Et donc là-dessus, est-ce qu'il y a des expérimentations qui ont été faites, qui peuvent être faites, Laurent Jean-Pierre ? Précisément, tout le livre prétend qu'il y a des poches de post-capitalisme déjà là. En ce qui concerne le soin communautaire, par exemple, on en a vu des exemples en Grèce pendant la crise, on en voit des exemples en Inde dans le Kerala, et donc en réalité, une grande partie de l'argumentaire du livre consiste à dire il y a des ferments déjà là de ces mondes post-capitalistes. Dans quelques instants, on se retrouve, Laurent Jean-Pierre. Donc cette somme que vous publiez, sous la direction également de Jérôme Bachet, Post-Monde capitaliste, c'est aux éditions de La Découverte. Vous serez rejoint par un journaliste qui lui aussi s'est penché sur la question du capitalisme. Le problème à trois corps du capitalisme, c'est également aux éditions La Découverte. Romaric Gaudin sera avec nous dans une vingtaine de minutes, 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, parce que nos invités, ils se sont penchés sur qui le post-capitalisme, qui la critique du capitalisme. Romaric Gaudin, vous êtes journaliste, bonjour. Vous publiez Le problème à trois corps du capitalisme aux éditions La Découverte. Laurent Jean-Pierre, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous publiez un livre collectif en compagnie de Jérôme Bachet, Monde post-capitaliste, c'est aux éditions La Découverte. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean Lémarie, donc 13 000 et des brouettes riches. 335. 13 335 qui ne payent pas d'impôt sur le revenu alors qu'ils ont un certain patrimoine. Bon, écoutez, là, ce qu'on a, c'est une illustration empirique très, très claire de la sécession de certains capitalistes vis-à-vis, effectivement, du reste de la société. Au fond, j'ai dit tout à l'heure que le capitalisme était une formation historique, il y a des phases. Et là, on est dans une phase particulière, dont on va parler, je crois, dans laquelle, effectivement, les capitalistes décident de se retirer, disons, des obligations qui ont été les leurs pendant, disons, les périodes de régulation forte, notamment évidemment la période de la deuxième moitié du XXe siècle. On peut discuter sur la périodisation exacte. Bon, c'est évidemment une des difficultés qu'on a avec le capitalisme actuel. Il faut essayer de comprendre pourquoi, et on va en parler. Romaric Gaudin, pourquoi votre analyse ? Oui, d'abord, cette information, elle est, à mon avis, significative. Enfin, ce n'est que la pointe d'un iceberg beaucoup plus massif, qui est celle du soutien de l'État, de façon générale, au capital et aux capitalistes. Et je crois que il y a un peu tout dans cette affaire. Il y a à la fois la falsification, en fait, de la réalité, qui est un des éléments, en fait, de la crise actuelle du capitalisme et de sa gestion, en tout cas de la gestion qui commence à se développer depuis le début des années 2020, et on voit bien la ministre qui proclame la transparence, qui proclame qu'il n'y a pas de document, et puis finalement il y a un document, et puis c'est pas grave, elle sera quand même à la Cour des comptes et tout ira bien, et elle certifiera le budget qu'elle a elle-même préparé. Bref, on est dans cette espèce de mouvement circulaire où finalement le capitalisme se valide lui-même. Mais pour revenir, si je peux juste me permettre sur la question des inégalités, effectivement c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que ces gens qui échappent à l'impôt sur le revenu, ils le font la plupart du temps de façon très légale en fait. Ils le font par des principes à la fois d'optimisation et comme on l'a dit, d'obscurité, de jouer. On n'est même pas capable en fait en France, mais dans aucun pays, d'identifier réellement le montant de l'aide publique
au secteur privé. C'est pas dans les documents budgétaires. Le Parlement vote chaque année un budget sans savoir cet élément qui est fondamental en réalité. Romaric Gaudin, vous publiez Le problème à trois corps du capitalisme. Alors, problème à trois corps, ça nous rappelle un très bon livre de science-fiction devenu une série. C'est quoi le problème à trois corps du capitalisme ? Et ben en fait, donc mon point de départ, c'est précisément cette série de science-fiction, hein, qui elle-même vient d'un problème de la physique, de l'astrophysique, hein, qui est que quand on a trois corps qui se rapprochent et qui jouent en fait de leur propre gravité, ben en fait, on n'arrive pas à calculer les trajectoires de ces trois corps. Et moi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a trois crises en fait fondamentales dans le capitalisme contemporain. Qui sont la crise économique, la crise écologique et la crise anthropologique, et que ces trois crises... Qu'est-ce que c'est la crise anthropologique ? La crise anthropologique, c'est la crise qui, en fait, est le produit de la façon dont le capitalisme crée en permanence de nouveaux besoins. Elle crée en permanence de nouveaux besoins et elle impose ces besoins à la vie des hommes, et elle crée justement une forme de falsification de la vie sociale en faisant en sorte que la vie des gens, en fait, soit uniquement forgée par les besoins du capital, c'est-à-dire parce que le capital impose aux gens pour pouvoir créer de la rentabilité. Et ça provoque tout un tas de désastres en termes humains, individuels, mais aussi sociaux, dans le monde du travail, etc. Laurent Jean-Pierre, justement, les crises du capitalisme occupent une bonne part des pages, en tout cas des pages de votre monde post-capitaliste. Que révèlent ces crises, selon vous ? Eh bien, elle révèle effectivement l'insoutenabilité du capitalisme. En fait, notre livre n'est pas tant centré sur les crises, il est centré surtout sur le fait que pour aller au-delà de ce constat, disons, d'insoutenabilité, il faut commencer, et beaucoup de gens l'ont fait, à la fois dans des luttes ou dans un travail plus scientifique ou théorique, commencer à figurer ce que pourrait être un mode d'organisation différent. Et je m'appuie là immédiatement sur ce que vient de dire Romaric Gaudin. Et effectivement, un des enjeux centraux, c'est justement cette attention aux besoins. Cette attention aux besoins, pas aux faux besoins qui sont produits par l'impératif, disons, de profitabilité qui a été mentionné, mais effectivement aux besoins réels qui sont ceux de la vie quotidienne, le logement, la santé, la qualité de la vie, au fond mettre ça au centre de l'activité. Et donc ça veut dire, d'une manière assez... beaucoup de contributions vont dans ces directions. Ça veut dire d'abord relocaliser une partie, effectivement, des activités productives pour les rapprocher, au fond, des besoins réels et décider collectivement des productions qui correspondent le mieux à nos besoins effectifs. Ce qui est effectivement absolument impossible dans une formation historique capitaliste où, au fond, la production est complètement détachée des besoins. Mais alors, justement, Laurent Jean-Pierre, si je voulais le poser comme jadis un pape, je dirais, mais qui sommes-nous pour dire quels sont les besoins essentiels ? Frédéric Hayek, qui lui est un théoricien de l'ultralibéralisme, disait que l'individualisme était une attitude d'humilité à l'égard du processus social, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir à la place des gens et que finalement, s'ils veulent acheter des laboubous ou je ne sais quelle bêtise, eh bien c'est leur choix de pouvoir le faire. Non, mais la question, c'est pourquoi ont été produits les produits que vous mentionnez. En réalité, moi, c'est certainement pas moi qui vais effectivement décider des besoins ou des plaisirs de chacune et de chacun. Un des enjeux, c'est précisément d'en décider collectivement, de manière démocratique, à des échelles variées. Et donc ça, c'est tout à fait possible. En réalité, c'est la meilleure manière de subvenir à ces besoins. C'est ce que d'ailleurs a fait l'humanité pendant des millénaires, c'est-à-dire, au fond, de décider collectivement comment on allait subvenir à ces besoins dans des agencements collectifs qui pouvaient être des maisonnées, des communes, des coopératives. C'est tout à fait banal. Romaric Gaudin, dans le troisième aspect de ce problème à trois corps que vous évoquez, cette crise anthropologique, vous évoquez aussi la manière que le capitalisme a eu de sortir de la pauvreté une partie de la population mondiale. Aujourd'hui, donc, dites-vous, ceci se fait au prix donc d'un certain nombre de consommations d'objets inutiles et de conséquences, telles que par exemple la crise environnementale. Mais là aussi, est-ce que l'actif du capitalisme, le fait de tirer ces gens de la pauvreté, n'est pas en quelque sorte à même d'effacer le passif ?
Le problème, c'est qu'en fait, une fois qu'on les a tirés de la pauvreté, c'est-à-dire une fois que le capitalisme s'est imposé par justement la satisfaction des besoins dits essentiels, c'est-à-dire besoins essentiels, c'est ceux qui permettent de vivre déjà. Donc ça, on peut quand même l'établir. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il faut que le capitalisme continue. En fait, il faut que le capital continue en fait à s'accumuler. Et donc, pour s'accumuler, il faut créer de nouveaux besoins. Et ces nouveaux besoins doivent être, par ailleurs, c'est un élément qui est fondamental, ils doivent être insatisfaisants par nature. Ils doivent donner lieu à de nouveaux besoins pour pouvoir continuer cette accumulation infinie. Donc il y a une insatisfaction permanente, ce que Debord appelle la survie augmentée. C'est-à-dire qu'on a fini la survie, la question de la survie est en partie réglée, en partie seulement d'ailleurs, puisque la crise écologique repose la question de la survie, mais de nouveaux besoins surgissent. Mais pourquoi est-ce condamnable ? C'est condamnable parce qu'en fait, ce ne sont pas les besoins des gens, ce sont les besoins du capital. Lorsque vous dites, qui sommes-nous pour juger finalement de ce que les gens veulent ? Mais en réalité, ce que les gens veulent, ces besoins-là leur sont imposés par d'autres choses, qui est le capital. En fait, dans le capitalisme, il y a une médiatisation en fait des rapports humains par le capital lui-même. Et donc, en fait, les besoins ne sont pas issus, et c'est, à mon avis, la grande faiblesse de la pensée libérale et de la pensée libertarienne, c'est de penser, en fait, que les besoins et la liberté créée dans le capitalisme est produite par l'individu lui-même. Or, en réalité, ces besoins sont produits par quelque chose qui, précisément, médiatise le rapport entre les individus, qui est le capital. Et donc, si on veut avoir véritablement des besoins qui sont issus de la liberté, eh bien, il faut se débarrasser de cette centralité du capital pour pouvoir effectivement avoir des besoins qui soient créés, disons, de façon totalement libre et de façon démocratique. Mais tant qu'on a en fait cette centralité du capital, c'est-à-dire cette nécessité que les besoins soient rentables, eh bien, en réalité, c'est pas une véritable volonté qui est mise en place. La crise environnementale, si on la prend, Laurent Jean-Pierre, un gouvernement qui lutte activement contre la crise environnementale, c'est le gouvernement chinois, qui n'est pourtant pas passé dans le post-capitalisme. Alors on peut dire évidemment qu'il ne lutte pas efficacement, etc. Mais c'est l'un de ceux qui, a priori, et je vous demande votre avis, produit un certain nombre d'efforts pour essayer donc de convertir le parc automobile, pour installer des cellules photovoltaïques. Bref, tous ces efforts sont particulièrement spectaculaires en Chine. Oui, alors là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on regarde en fait dans la crise environnementale. Vous le savez, il y a 9 limites planétaires. En réalité, on peut tout à fait produire énormément de panneaux solaires, comme c'est le cas en Chine, ou énormément de batteries électriques, mais ça n'empêche pas le dépassement de 7 des 9 limites planétaires, c'est-à-dire l'état des eaux, l'état de l'air, l'état des océans, la biodiversité qui diminue. En réalité, la plupart des limites planétaires sont déjà dépassées. Et les travaux d'économie écologique montrent que le capitalisme vert, dont la Chine effectivement est probablement, disons, la tête de pont à l'heure actuelle, le capitalisme vert ne va absolument pas résoudre la crise environnementale, ne va pas améliorer les conditions d'habitabilité. Au contraire, si on veut justement ce que font les économistes, c'est qu'ils essayent de réfléchir si on devait respecter le non-dépassement des limites planétaires, est-ce qu'on pourrait couvrir nos besoins essentiels? Et la réponse est oui. Il y a des travaux tout à fait solides qui montrent effectivement qu'on peut tout à fait, à l'intérieur des limites planétaires, couvrir tous les besoins. Donc c'est ça, en réalité, le raisonnement qu'il faut conduire, plutôt que de se dire que l'investissement capitalistique va permettre de résoudre les questions environnementales, alors même qu'en réalité, ça crée d'autres nuisances et des problèmes de santé publique qui sont de plus en plus importants. Est-ce que, pour vous, Romaric Gaudin, ce type de solution, c'est-à-dire que l'une des caractéristiques du capitalisme, c'est qu'il prétend, je vous soumets cette assertion à votre sagacité, qu'il prétend avoir la solution à ses propres crises? Oui. Alors ça, c'est un des mythes du capitalisme, mais en réalité, il faut, encore une fois, le voir de façon historique. C'est-à-dire que
évidemment, le capitalisme, à un moment, réussit à trouver des solutions pour survivre. Mais ces solutions, elles sont parfois assez terribles. Je vous rappelle qu'on est sorti de la crise de 29 par la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est évident. Mais comment est-on sorti de la crise de 2008 si vous considérez qu'on en est sorti? Eh bien, nous n'en sommes pas sortis. C'est en tout cas l'hypothèse que je fais, c'est que nous n'en sommes pas sortis. Et quand on regarde en fait les trajectoires de croissance, qui est pas forcément une belle mesure, mais si on en prend d'autres, c'est encore pire. Quand on regarde les trajectoires de croissance ou de croissance de la productivité, on voit bien qu'on n'est pas sorti de la crise de 2008, et je dirais même on n'est pas sorti de la crise des années 70 en réalité, parce qu'on a trouvé des contre-tendances qui en fait s'épuisent de plus en plus. Donc moi je défends pas l'idée que le capitalisme va s'effondrer sur lui-même de lui-même, je défends l'idée que le capitalisme est en sous-régime, et que ce sous-régime en fait introduit une gestion qui est forcément une gestion autoritaire, violente, écocide, et qui, en fait, lui permet, de vivre, c'est-à-dire permet de continuer l'accumulation du capital, mais en fait a un effet de dévastation sur le reste de la société et de la nature. Et c'est un peu ça l'idée que j'essaye de défendre, c'est que en fait le capitalisme aujourd'hui est entré dans une phase où sa propre survie suppose la destruction de l'environnement général. Vous venez de faire un peu le portrait de Donald Trump, c'est-à-dire quelqu'un qui continue l'accumulation, donc d'ailleurs en partie à son propre bénéfice de capital, au mépris donc de l'environnement et avec un autoritarisme qui se déploie chaque jour un peu plus. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans ce cas-là que tout simplement Donald Trump se situe désormais dans un monde post-libéral, c'est-à-dire que justement il est en train de rompre avec un certain nombre de règles évidentes du capitalisme. J'en cite juste une seule, la limitation des monopoles, le fait de protéger la concurrence, ça c'est quelque chose qui est complètement bafoué par Donald Trump. Complètement, mais est-ce que le capitalisme est aboli pour autant? C'est-à-dire que le capitalisme a des phases libérales, mais il a des phases qui ne sont pas forcément libérales, et la rente, l'étatisation, le caractère de chronique capitalisme, c'est-à-dire en fait de capitalisme mafieux, en quelque sorte, de corruption, fait aussi partie de l'histoire du capitalisme. Il ne faut pas oublier que le capitalisme, il est né en fait du soutien de l'État. C'est le soutien notamment de l'État britannique qui a permis à un moment de lancer cette accumulation. Donc voir en fait, c'est une erreur notamment qui est faite par, pour moi, Yanis Varoufakis, qui défend le dépassement du capitalisme parce que donc l'ancien ministre des Finances grecque qui défend l'idée que le capitalisme est dépassé parce qu'en fait aujourd'hui il y a un recul de l'idée de marché et des idées libérales. Mais en fait le capitalisme, il est pas, le marché c'est qu'une partie de l'histoire du capitalisme. Le capitalisme c'est la centralité de l'accumulation, et pour maintenir cette centralité de l'accumulation on peut passer par des formes plus autoritaires, plus étatisées. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais alors dans ce cas-là j'ai du mal à situer où est l'en dehors du capitalisme. Laurent Jean-Pierre, si vous êtes d'accord avec cette analyse, si vous considérez que c'est pas seulement donc l'étatisation, c'est le fait de centraliser ces formes de richesse, quels que soient les régimes connus, que ce soit le régime féodal, le régime j'allais dire communiste, mais là aussi on peut discuter de ce que fut le communisme en Union soviétique. Où se situe-t-on dans des lieux où la richesse n'est pas centralisée avec une hiérarchie à cet égard ? En tout cas, il faut déjà retenir de ce qui a été dit qu'effectivement le capitalisme peut s'articuler. Au fond, il y a eu trois cultures politiques dans l'histoire du capitalisme qui se sont développées pendant l'histoire du capitalisme. Une culture libérale dont on voit aujourd'hui qu'elle est dans une crise majeure et qu'elle est effectivement en train de s'effondrer. Une culture conservatrice. C'est pas une crise, c'est une attaque. Des cultures conservatrices qui les attaquent, effectivement, qui peuvent aller jusqu'à effectivement des régimes autoritaires, des régimes d'extrême droite, des régimes fascistes historiquement, et effectivement des cultures socialistes qui, au fond, essaient de penser ce dépassement du capitalisme avec des modes de figuration dont j'ai parlé dans la première partie de l'émission, qui étaient relativement limités. Donc, au fond, qu'est-ce qui reste là ? Il reste aujourd'hui une culture libérale qui est en décomposition, des cultures conservatrices qui sont extrêmement puissantes à l'échelle mondiale, et au fond, en face, il reste à réanimer ces cultures socialistes. Donc ça, c'est
c'est quelque chose qui se fait dans des ouvrages comme celui dont on parle aujourd'hui, Les mondes post-capitalistes. C'est quelque chose qui se fait aussi dans beaucoup de lieux, parce qu'en réalité, dans les crises dont a parlé Romaric Gaudin, il y a peut-être une quatrième crise encore, qui est la crise de légitimité du capitalisme. C'est-à-dire qu'en réalité, pour beaucoup, les constats qu'on a fait aujourd'hui, l'actualité l'a montré, avec les questions environnementales qui ont été traitées, l'évasion fiscale dont il a été question, en réalité, la plupart des gens savent que le capitalisme est en crise. La question, c'est qu'ils ne savent pas du tout comment en sortir. Donc il y a des formes de vie, il y a des régions, le Chiapas, où mon co-auteur habite une partie de l'année, Jérôme Bachet. Il y a des régions, il y a des expériences, disons, microsociologiques sous les radars, qui ne sont pas justement dans l'actualité de ces tournants autoritaires dans le monde entier, qui en réalité essayent d'expérimenter déjà des formes de vie détachées de ces rapports sociaux capitalistes et de produire autrement en fonction justement des besoins décidés collectivement. Romaric Gaudin, je vous voyais réagir lorsque je disais que le libéralisme était attaqué, c'est-à-dire que le libéralisme est attaqué, par exemple, par Donald Trump, par le gouvernement chinois, par un certain nombre... Oui, mais le libéralisme est aussi en crise. Et il est attaqué également par lui-même, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien, c'est que, y compris dans les démocraties libérales, où on n'est pas encore dans un état de dégradation au niveau de celui des États-Unis, mais on voit bien qu'il y a une dégradation du débat public, de l'état de droit, qu'il y a des critiques de l'état de droit qui viennent à l'intérieur même des gens qui se prétendent libéraux et qui en fait les remettent en cause. Ils ne sont pas obligés d'être cohérents. Je veux dire par là qu'ils peuvent se prétendre. Ils ne sont pas sans cohérents l'être. parce que précisément, en fait, pour défendre ce qu'ils entendent défendre principalement, c'est-à-dire l'accumulation, ils sont obligés de faire des pas de côté et ils sont obligés en fait de nier leur propre conviction libérale. Pardon, mais Madame de Montchalin qui nous explique. Vous ne pouvez pas évacuer le libéralisme au nom des turpitudes de cela. Je veux dire, ça n'est pas parce que ils ont un capitalisme dévalué, bafoué, que Montesquieu, Hayek, etc. avaient tort. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne semble plus être quelque chose qui a un sens et qui est mobilisable en fait pour défendre l'accumulation aujourd'hui. Et donc, on voit bien, y compris des gens qui défendent le libéralisme politiquement, je ne dis pas des penseurs du libéralisme, il y en a, ça c'est autre chose, mais des gens qui défendent le libéralisme politiquement, qui de plus en plus, en fait, commencent à glisser vers quelque chose qui n'est plus de l'ordre du libéralisme, mais au nom du libéralisme, en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a en fait une crise interne au libéralisme en termes politiques, et que c'est, à mon avis, un symptôme de cette crise du capitalisme. Le temps approche, j'aimerais un mot de conclusion, des pistes, Laurent Jean-Pierre, pour essayer donc de voir comment ce monde post-capitaliste pourrait se construire selon vous. Écoutez, des pistes, justement, il y en a... Alors bon, vous en fournissez plus de 900 pages. Alors, on fournit pas ni de plan, ni de programme. Simplement, j'ai donné quelques éléments. Cette question, effectivement, de la relocalisation des activités productives est un élément absolument central. Cette question de la démocratisation, pas simplement, disons, de la politique, mais aussi, au fond, des activités, c'est-à-dire de la décision collective de la production en fonction des besoins. Cette question du soin, qui est une des activités sur lesquelles, effectivement, les mondes post-capitalistes peuvent reposer, parce qu'au fond, justement, ce qui est assez central dans notre affaire, c'est que la production des hommes, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est cet élément qui n'est jamais rémunéré, qui a été souvent effectivement effectué par les femmes, et qui a une part centrale et qui peut pas être automatisé. C'est un des éléments absolument centraux de la vie collective, le soin aux autres, l'éducation, le soin affectif, la santé. Ce sont des éléments non automatisable, et donc c'est un des fronts pour justement construire ces modes post-capitalistes. Un mot de conclusion, Romaric Gaudin. Oui, je pense que, en fait, un des premiers éléments, parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas en fait, on est enfermé dans une pièce où on essaye de trouver des solutions et on se tape en permanence la tête contre les murs parce que ces solutions sont des impasses. Donc la première chose à faire, c'est le constat, en quelque sorte. C'est ce que j'essaye de faire dans ce livre, de montrer que, en fait, les solutions internes au capitalisme, c'est-à-dire internes
à la centralité du capital, eh bien, en fait, sont des impasses et qu'il faut trouver des solutions collectivement et de façon libre en dehors de cette impasse. Le problème à trois corps du capitalisme, votre livre, Romaric Gaudin, Monde post-capitaliste, le livre dont vous avez dirigé la publication, Laurent Jean-Pierre, les deux livres aux éditions La Découverte.